Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la nouvelle année 2021. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter qu'elle soit meilleure que 2020, puis ça ne sera pas difficile, je pense. Et pour me faire un cadeau de la nouvelle année, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le récipiendaire du Zénith Hommage de 2019, la dernière édition du Gala Zénith dans la région, et qui est également, à temps perdu, président de l'Union des producteurs agricoles, Marcel Groslot. Bonjour, Marcel. Je dis à temps perdu. Oui, à temps perdu. Bonjour, M. Sévigny. Bonjour, Marcel. Est-ce que la pandémie qui nous brasse le camarade depuis le mois de mars, est-ce que vous autres, à l'UPA, ça a eu des impacts? Ouais. Je pose la question, puis j'ai déjà un élément de réponse. Ouais, ça a eu beaucoup d'impact. Pour l'organisation, on a dû, comme les autres, passer au télétravail, tous les employés dans nos bureaux régionaux et à Longueuil. Moi, je suis resté à la maison, en télétravail également, pour beaucoup de mes fonctions. Mais pour les producteurs agricoles, ça a été tout un choc. Du jour au lendemain, la restauration, l'hôtellerie, l'institution, ça a fermé. On avait des surplus de production qu'on n'arrivait pas à transformer parce que les usines étaient en réorganisation aussi. Alors, ça a été un impact, sur le coup, un gros impact. Oui. Puis on a dû prendre des mesures rapidement pour essayer de soit diminuer la production, soit diriger de la production vers d'autres marchés. Puis après ça, les producteurs avaient peur de ne pas avoir les employés étrangers, temporaires ou saisonniers qui viennent habituellement au printemps parce que les frontières étaient fermées. Alors, tout ça, là, on était en mode urgence pendant plusieurs semaines là, avant de dénouer tous les nœuds qu'on a rencontrés. Là. Bon, on va y revenir parce que je t'ai posé la question, comme je disais, mais je connaissais la réponse, puis je me suis préparé. Au mois de novembre, l'UPA de la Chaudière-Appalaches a remis un total de 15 375 $ en produits à la Banque alimentaire Moisson-Beauce. Puis Moisson-Beauce, là, nous, on en bénéficie dans la région de Thetford parce que la vigne, Moisson-Beauce alimente, c'est le cas de le dire, la vigne. Est-ce que c'est inhérent à la COVID, ça, ou c'est une pratique que vous avez à l'UPA d'aider dans les différentes régions? Là, je parle de Chaudière-Appalaches parce qu'on c'est chez nous. Là. Cette année, on a aidé plus qu'à l'habitude. Plus que d'habitude. On a des programmes avec les banques alimentaires et Moisson-Beauce fait partie de ce réseau-là. Moisson-Québec aussi, Moisson-Montréal. À chaque année, les producteurs de lait donnent des litres de lait. On s'engage pendant l'année à donner du lait. Les transformateurs vont le transformer gratuitement. Ah oui? Et ça, c'est distribué aux banques alimentaires à chaque année. Donc, les gens de la Moisson-Beauce, par exemple, en reçoivent une partie. Mais pendant la COVID, les producteurs de porc ont donné des quantités importantes de viande, les producteurs bovins aussi, via Cargill, via Olimel. Donc, on a, avec la tablée des chefs, là, on a donné la nourriture, pas juste nous, là, mais pour fabriquer 1 million de repas qui ont été distribués principalement dans la région de Montréal, mais ailleurs aussi. Donc, on a donné énormément. Tout ce qu'on ne pouvait pas transformer, là, le lait qu'on a dû jeter, par exemple, mais avant de le jeter, on a tout fait pour essayer de le donner dans des organisations comme celle-là. Ouais. Alors, il y a eu des dons cette année importants là, pour la COVID. Donc, c'est un programme qui est déjà en place, mais cette année, vous avez été plus généreux. Oui, parce que les besoins étaient importants, vraiment importants. Les banques alimentaires nous le disaient, cognaient à notre porte. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Les primes ou les prestations des gouvernements ne sont pas arrivées le lendemain. Des familles aussi. Donc, les besoins étaient importants. Ouais. C'est là qu'on voit la nécessité d'être solidaire puis lorsqu'on peut tendre la main. Si, je dis bien si, on essaie de trouver des côtés positifs au coronavirus, il y en a un que j'aimerais discuter avec le président de l'UPA, c'est l'autonomie alimentaire. Est-ce que la COVID-19 a ouvert les yeux, réveillé des gens qui ont réalisé que,
l'autonomie alimentaire vient de prendre encore plus d'importance. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Vous avez raison. Au début de la pandémie, lorsqu'on a regardé notre approvisionnement en matériels médicaux, en médicaments et en nourriture, on s'est rendu compte qu'on dépendait beaucoup des importations. Et lorsque ces produits-là sont à court de stock ou manquent sur les marchés, bien, les pays qui les produisent les gardent pour eux. Alors, c'est sûr que, par exemple, les masques pour protéger les gens qui travaillent dans les hôpitaux, fabriqués en Chine, alors que la Chine en avait besoin beaucoup, alors que les usines en Chine en ont produit moins parce qu'elles fonctionnaient au ralenti, mais là, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, il en manquait partout. Et c'est là qu'on voit notre vulnérabilité par rapport au commerce, lorsque le commerce est entravé. L'alimentation aussi, on a eu peur, à un moment donné, si les employés étrangers qui sont la force de travail dans les champs l'été ici, n'avaient pu venir au Canada, bien, on n'avait pas les ressources au Canada pour remplacer ces travailleurs-là. On n'aurait pas pu avoir les récoltes qu'on a eues cette année. On importe beaucoup de bœuf au Québec. Si les usines qui transforment le bœuf ne fonctionnent plus, il vient d'où notre bœuf? Alors, ces questions-là, on ne se les pose pas lorsque le commerce fonctionne bien. Mais lorsque le commerce est entravé, ça devient des sujets vraiment sérieux. Et là, le gouvernement a commencé à parler de sécurité alimentaire, sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Et pour le faire, bien, c'est d'améliorer notre autonomie alimentaire. Alors, ça, c'est un éveil, je crois, des gouvernements, mais aussi de la population par rapport à l'enjeu alimentaire. Toujours acheter ce qui coûte le moins cher parce que ça vient du Mexique ou ça vient de la Chine. Peut-être sur le coup, c'est intéressant, mais quand ça ne peut plus venir, on mange quoi? Alors, c'est une question qui est importante. Oui. Et justement, à la mi-novembre, le gouvernement a mis des mesures visant à accroître l'autonomie alimentaire. Et je pense que l'UPA, vous voyez ça d'un bon œil. Hein? Bien, nous, ça fait longtemps, l'UPA, qu'on fait la promotion de l'achat local. Bien avant la pandémie, on faisait la promotion de l'achat local parce que ce qu'on peut vendre directement aux consommateurs, ce qu'on vend chez nous, c'est ce qui est le plus profitable. Là. Alors, chez nous, c'est dans notre ADN, ça, à l'UPA, de faire cette promotion-là. Là, donc, si le gouvernement, maintenant, dit c'est important pour tout le monde, puis c'est important pour notre société, bien, c'est sûr que pour nous, c'est de la musique à nos oreilles, là. Ouais. Alors, on était très contents de ces annonces-là au mois de novembre. Oui, puis il y a un petit slogan qui dit le défi 12 $. Oui, c'est ça. Hey, mais pensez-y bien, hein? Tu achètes 12 $ de produits québécois au lieu d'acheter les autres, puis ça peut avoir une répercussion d'1 milliard de dollars par année. Oui, sur le secteur, pour les transformateurs et les producteurs. Au total, on met en marché pour 8 milliards de produits de la ferme là, au Québec. Donc, les 28 000 fermes vendent pour 8 milliards. Les transformateurs, eux, doublent la valeur de cette production-là. Okay. Parce que lorsque c'est transformé, ça prend de la valeur. Oui. Donc là, on ajoute un autre 8 milliards, 8-9 milliards. Et c'est là où, si, comme consommateur, vous remplacez 12 $ de produits importés par 12 $ de produits québécois, bien nous, on va devoir produire plus, les transformateurs vont transformer plus, et on ajoute 1 milliard de valeur aux 16 milliards dont j'ai parlé. Et ça aussi, Laurent Lessard, à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, il avait lancé le défi 10 $. Laurent, c'était 10. L'inflation aujourd'hui. Peut-être l'inflation, mais c'est vraiment important. Puis c'est tout aussi important lorsque vous achetez dans la région ici, plutôt que d'aller acheter à l'extérieur de la région. Et si vous achetez dans la région un produit qui est fabriqué chez nous, bien là, c'est encore plus important pour nous ici, nos emplois. Oui. Donc, l'achat local, c'est vraiment important. Et là, on vient de parler d'1 milliard, mais on n'a pas parlé du nombre d'emplois créés aussi, parce que ça, inévitablement, s'il y a plus de production... C'est ça. Parce que là, nous, on peut produire plus sur la ferme. Il y a d'autres fermes qui vont voir le jour parce qu'ils vont offrir un produit qui est en demande aussi. Il y a des transformateurs qui vont investir pour mieux
équiper leurs usines parce que la production augmente. On crée de l'emploi, pas juste en alimentation, on crée de l'emploi dans les fournisseurs qui offrent des services à ce secteur-là aussi. Puis, on génère des taxes perçues par le gouvernement, des impôts perçus sur les ventes, sur les profits. Alors, c'est sûr que tout ça, ça fait tourner notre économie, puis c'est de l'argent qui reste chez nous au lieu d'aller à l'extérieur. Oui, puis d'ailleurs, vous avez confié à l'automne, là, Ouais. je vais le lire, Institut du Nouveau Monde, Ouais. vous avez confié le mandat d'établir un dialogue sur l'autonomie alimentaire. Bien, c'est que... Donc, c'est pas juste... Non, c'est ça. C'est qu'il y a entre les producteurs et les consommateurs, il y a beaucoup d'incompréhension. Puis c'est de part et d'autre, là. Les producteurs ne comprennent pas toujours les attentes des consommateurs au niveau environnemental, au niveau de la qualité des produits, au niveau de différentes... Bon, le biologique, par exemple. Et les consommateurs ne comprennent pas toujours les contraintes que vivent les producteurs. Alors, on a demandé à l'Institut du Nouveau Monde, qui est habitué à faire ça, à établir ces dialogues-là, de constituer 2 panels, un groupe de producteurs, 35 producteurs, qui n'étaient pas des élus de l'UPA. C'est des producteurs qui sont naturellement situés un peu partout au Québec. On avait des gens en région, des gens plus près des grandes villes, différentes productions aussi, et un groupe de consommateurs, 35 consommateurs, des hommes, des femmes, des gens de différentes ethnies, qui sont un peu la toile du Québec, là. Et chacun, on leur a présenté un document qui est, bon, c'est quoi l'agriculture du Québec, nos principales productions, le climat, bon, des choses comme ça, qu'on doit savoir si on veut comprendre l'agriculture. Et bon, chacun a étudié ça, posé des questions à des experts qui étaient disponibles pour chacun des panels. Et ensuite, se sont assis ensemble, les 2 panels, puis ils ont élaboré un contrat social. À partir de cette réflexion-là et de cette discussion-là commune, ils ont élaboré un contrat social. Et ce contrat social-là, bien là, il se fait dans la compréhension mutuelle des enjeux que l'un et l'autre vivent. Les consommateurs n'ont pas, le portefeuille n'est pas sans fond. Ça coûte cher à s'alimenter. Alors, c'est ça. Et ça a été présenté au Congrès général de l'UPA du mois de décembre. Et ça va donner des fruits, ça? Ben, on espère. Ben, tout d'abord, des légumes? Ouais, ben, c'est ça. Tout d'abord, c'était très intéressant, là, parce qu'il y a eu un panel, puis il y a des gens qui sont venus, qui avaient participé à cet exercice-là, qui sont venus livrer leur expérience. Alors, ça a été enrichissant. Puis, le contrat social fait vraiment, on voit que la compréhension mutuelle de l'un et de l'autre, lorsqu'on se parle, est améliorée et les attentes des uns envers les autres sont aussi mieux dosées. Ah oui. Et ça permet de démystifier aussi, par exemple, les consommateurs, des fois, ont l'impression qu'il y a des grosses fermes au Québec, alors que la réalité, c'est pas ça. Il n'y a pas de grosses fermes au Québec. L'agriculture est très familiale. Le climat, ici, est un enjeu important. Les changements climatiques amènent d'autres contraintes. On a vécu des sécheresses comme on n'avait jamais connu récemment. Donc, tout ça, les consommateurs doivent le comprendre. Alors, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Mais tu as participé à la mi-novembre, ils appellent ça un webinaire international, justement sur quelle régulation des échanges internationaux pour défendre l'agriculture familiale et promouvoir la souveraineté alimentaire. Donc, c'est une préoccupation qui n'est pas québécoise, qui est à travers le monde, là. Bien, c'est ça. Puis d'ailleurs, même la Chine, actuellement, tente d'améliorer son autonomie alimentaire parce qu'ils dépendent beaucoup des importations. C'est le plus gros acheteur international de produits agricoles, la Chine, actuellement. Alors, tous les pays tentent d'améliorer leur autonomie alimentaire. Et il y a comme un dilemme actuellement parce que depuis les années 90, avec le nouveau chapitre sur l'agriculture à l'OMC, on tente de libéraliser les échanges agricoles sur les marchés mondiaux. Ça a amené des pressions sur le Canada, la gestion de l'offre. Tout le monde est au courant de ça. Mais là, en même temps, les pays se rendent compte que
il faut protéger un minimum de notre agriculture nationale si on veut assurer un minimum de sécurité alimentaire. Et ça remet en question certains concepts au niveau du commerce international agricole. Et ce qu'on suggère, nous, puis ça, on le suggère à partir des travaux qui ont été effectués par la chaire en droit sur la diversité agricole et alimentaire de l'Université Laval, on suggère une convention, un peu comme l'ECCEP. On a une convention sur la diversité culturelle qui a été adoptée lorsqu'il y a eu des négociations pour libéraliser le commerce de la culture. Bien là, les États ont dit, bien là, on ne peut pas se faire envahir par les États-Unis, il faut protéger notre culture. C'est important, la culture. Alors, un peu à cette image-là, c'est important de protéger notre agriculture. On propose une convention sur l'alimentation durable. Puis l'alimentation durable, bien, c'est une agriculture qui protège l'environnement. C'est une agriculture qui protège la ferme familiale et les tissus sociaux agricoles des différents pays dans le monde qui sont très différents. Ça protège la culture alimentaire parce que c'est culturel, s'alimenter aussi. Et ça assure un minimum de sécurité alimentaire ou d'autonomie alimentaire. Alors, on propose, c'est le Québec qui propose ça, là, une convention sur l'alimentation durable. Et parce que le gouvernement, en tout cas, les nombreuses conférences de presse du premier ministre, je pense que vous avez une oreille ouverte sur le plan gouvernemental. Puis quand ils ont lancé le fameux slogan, le défi 12 $, je pense que sur ce côté-là, tout le monde a eu peur à un moment donné, au mois de mars. Là, hein? Bien, c'est ça. Puis je reviens sur la raison principale, la sécurité alimentaire, réduire notre dépendance aux importations, et la raison économique. Si, avec 10 ou 12 $ que chacun remplacerait par des produits canadiens ou québécois, on augmente de 1 milliard les retombées économiques pour le Québec, bien, tout le monde en bénéficie. Là. Ouais. Alors, les raisons économiques sont très justifiées et les raisons de sécurité alimentaire sont également justifiées. Et améliorer notre sécurité alimentaire, c'est améliorer notre sécurité nationale. Les États-Unis, par exemple, jamais ils vont accepter de dépendre des autres pour s'alimenter. C'est une question de sécurité nationale pour eux. Alors, ils sont très protectionnistes de leur agriculture. C'est très difficile d'entrer un produit aux États-Unis. Les règles aux douanes, tout ça, c'est très, très sévère. Alors qu'au Canada, on n'a pas ce réflexe-là. Mais on doit le développer, par contre. Ouais. Est-ce que c'est... Quand on parle de légumes saisonniers, et là, on essaye justement d'augmenter notre autonomie alimentaire, on parle des serres. Oui. Mais les serres, il faut les chauffer. Oui. Et les chauffer à l'électricité. Mais là, Hydro-Québec, de mémoire, je ne me souviens plus s'ils ont accepté d'avoir des tarifs réduits ou des tarifs préférentiels. C'est ça. En novembre dernier, il y a eu des audiences à la Régie de l'énergie. Parce que c'est la Régie de l'énergie au Québec qui peut déterminer s'il y aura ou pas un nouveau tarif pour les serres. Alors là, il y a eu un projet qui a été déposé à la Régie de l'énergie pour avoir un tarif. Puis on a bon espoir là, que ça soit accepté. Donc, ça va permettre d'avoir de l'électricité à la fois pour éclairer et chauffer les serres à un prix concurrentiel. Là. Qui va permettre d'avoir des légumes... Bien, le projet du Québec, actuellement, c'est de doubler la superficie qu'on a en serre. Alors, c'est un projet qui est tout à fait réalisable, parce qu'on a l'énergie pour faire ça. L'énergie, mais moi, j'ai entendu des producteurs, des propriétaires de serre qui disaient que leur principal défi, ça serait de trouver de la main-d'œuvre. Bien, c'est là où je reviens à la main-d'œuvre. En région, là, et il faut se le dire, puis il faut le dire ensemble, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est vrai dans les entreprises de camionnage, c'est vrai dans le secteur manufacturier. Si vous parlez à la boulangerie Saint-Méthode, ils vont chercher de la main-d'œuvre au Maroc et ailleurs. On a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Et la seule façon de régler ça, c'est par l'immigration. On n'en sortira pas. Il n'y a personne qui fait assez d'enfants actuellement pour remplacer, pour
contrer la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit partout. Alors, c'est l'immigration. La main-d'œuvre temporaire, l'été, les travailleurs saisonniers, c'est une forme d'émigration du travail. Mais il faut vraiment, les régions du Québec, là, se dire, on a besoin de faciliter, de favoriser l'immigration chez nous. Puis ça va remplir nos écoles, ça fait du monde à l'épicerie, ça fait tourner l'économie, puis ça va faire des gens qui vont travailler dans nos entreprises. Oui, quand tu parles des employés temporaires, justement, il y Ouais. avait une campagne l'été dernier. La campagne Je vais sur le champ. Mm. Puis c'est vous autres, l'UPA, que vous avez qualifié ça de succès. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde. On a eu, si je me souviens bien, là, on a eu 1800 Oui, bien ici, Québécois. c'est près de 1900 OK, québécois. c'est ça, 1800, 1900 travailleurs Dans québécois. 922 entreprises. C'est ça, qui sont allés sur des entreprises. Il y a eu des expériences heureuses, puis il y en a eu des moins heureuses. Parce que les entreprises ne peuvent pas former des nouveaux travailleurs à chaque jour. C'est trop exigeant. Non. Alors, il y a des travailleurs qui étaient prêts à y aller pour une journée, 2 jours. Cette semaine, je ne peux pas venir. La semaine prochaine, peut-être une journée. Alors, nous, on a besoin l'été de travailleurs qui sont prêts à faire des journées plus longues. À être là 6 jours par semaine, c'est pas rare. Alors, c'est sûr que les travailleurs québécois c'était un défi pour eux, mais il y a eu des belles expériences, là. Il y a eu vraiment des belles expériences. Est-ce que ça va être à répéter? On en parle avec l'État, là, le gouvernement. C'est un programme qui était financé par le gouvernement. Qui avait même augmenté, je pense. On avait bonifié le salaire minimum, Oui, c'est oui. ça. Alors, est-ce que c'est une chose qu'on pourrait répéter? On en discute avec le gouvernement actuellement, mais il n'y a rien d'attaché au moment où on se parle. Marcel, le temps de l'émission fuit là, Oui. rapidement. Je te réinvite à OK. une autre émission, puis entre-temps, je vais juste te parler de petits projets. Oui. Puis je vais garder, comme là, le plan d'agriculture durable. Là. J'aimerais ça qu'on en parle, Oui. mais là, il ne nous reste pas assez de temps. Oui, c'est Mais important. j'ai ici une nouvelle qui dit que la financière agricole du Québec a versé tout récemment encore là, 12 100 000 à 1400 producteurs de foin et pâturage dans le cadre du programme d'assurance récolte, dont 4 millions dans Chaudière-Appalaches, 4 millions de dollars. Oui, puis il y a eu plus que ça de versé. C'est 47 millions qui ont été versés par la financière aux producteurs de foin ou aux éleveurs bovins, ovins, caprins, parce que c'est toutes des espèces qui consomment du fourrage, là. OK. Vous vous souvenez, juin dernier, très, très sec. Juillet également. Oui. Un mois de mai assez froid, pas très pluvieux. On a eu une sécheresse à travers le Québec qui a été vraiment dommageable pour la production de fourrage. Et la financière offre un programme d'assurance collective pour le foin. Alors, les producteurs s'assurent, naturellement, c'est optionnel, là, mais la plupart des producteurs s'assurent et ça leur permet d'acheter le foin qu'ils n'ont pas pu produire chez eux pour pouvoir alimenter leur troupeau. Mais ça a été une année, là, dans Chaudière-Appalaches, une année où la financière est intervenue de façon importante pour dans le cadre de ce programme-là. Oui, puis selon le communiqué ici, c'est pour le troisième paiement là, de Ouais, 12 c'est ça. millions, Ouais. pour un total de 47. C'est ça. Ça touche 622 producteurs de Chaudière-Appalaches. Oui, C'est- peut-être pour le dernier paiement, ça, mais le dernier il y avait paiement. plus de producteurs que ça qui ont été... Le premier paiement, c'était une avance au mois de fin juin, juillet, là. Après ça, août, septembre, il y a eu un deuxième paiement. Et ça, c'est le paiement final, là, qui, en fonction des programmes par lesquels sont assurés chacun des producteurs, là. Une autre petite nouvelle. Oui. Dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence, Oui. je pense que c'est la jeunesse agricole, ça. Ouais, ça, hein? c'est les démarrages d'entreprise. Démarrage d'entreprise. Ouais. Il y a quelqu'un dans Chaudière-Appalaches qui a gagné une bourse de 2500 $. Il s'agit de Mme Annie Marcoux de la Bleuetière Marlan, de Sainte-Marie-de-Beauce. Mais c'est chez nous, ça. On est dans Chaudière-Appalaches. Là. Oui, puis c'est ça. Ça, c'est une jeune productrice là, qui a démarré et qui a eu le soutien de la financière agricole du Québec. Elle a posé sa candidature et elle a été choisie parmi les récipiendaires de ce prix-là cette année-là. Alors, Et il y en a dans toutes les régions, là. non, pas. Il n'y a pas un récipiendaire dans toutes les régions. Elle a été choisie parmi
les candidatures qui qui sont venues à travers le Québec, là. Oui. Alors, c'est... Mais moi, là, en allant sur le site de la financière agricole, Ouais. j'ai vu quelqu'un de l'Estrie aussi, C'est ça, quelqu'un de la région du centre du Québec. Mais, à ma connaissance, c'est 3 prix qu'ils remettent à bon? chaque année, la financière, dans le cadre de ce concours-là. Donc, Chaudière-Appalaches, on est... Oui, puis on avait déjà une entreprise de Saint-Jacques-de-Leeds, là, dans les Serres, qui avait déjà gagné le prix également. Donc, c'est ça. C'est pour encourager les jeunes à démarrer en agriculture et féliciter ceux qui réussissent le mieux. Oui. Bien, comme je te disais, malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Ça passe Je te vite. réinvite. On poursuit sur d'autres sujets tout aussi intéressants. Et vous, bien, je vous dis à la semaine prochaine.